se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. En ce jeudi 17 octobre, nous recevons ici même dans les studios Jean Orsior. Vous le connaissez si vous écoutez votre magazine du mercredi en Languedoc, l'Isermas. C'est monsieur Philippe Reg qui nous rejoint et pour parler d'un grand personnage il y a 100 ans. Aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Bonjour Philippe. Bonjour Edith, bonjour au parc innombrable des auditrices et des auditeurs de Radio Nîmes. Et merci de nous donner un petit peu de place pour parler effectivement de Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, effectivement, le fondateur du Félibridge. Pourquoi 100 ans aujourd'hui? Qu'est-ce que ce centenaire? 170 ans. 160, voilà, j'avais... En fait, il y a plusieurs anniversaires. Ce millésime en 4, il est divisé avec l'anniversaire de la création du Félibridge, le 21 mai 1854. Il est divisé aussi avec le prix Nobel de Mistral en 1904, avec sa disparition en 1914. Et puis d'autres personnages illustres dans la vie du Félibridge sont fêtés cette année, comme Félix Gras qui a été capoulier du Félibridge, comme José Darbo, né en 1874, etc. Et donc on a un devoir de mémoire, on observe le devoir de mémoire au Félibridge. On y est très attaché parce que c'est la fondation de ce mouvement littéraire. Et c'est vrai que c'est un peu grâce à ça que les gens qui arrivent sont tenus au courant de tout et que nous-mêmes, nous avons été naturellement curieux de savoir qui était qui. Et finalement, on perd la trace de personne. Donc ce devoir de mémoire, on y est très attaché. Ah oui, mais alors, exactement, qu'est-ce que le Félibridge? Alors le Félibridge, c'est une conséquence de l'histoire de la Languedoc. Alors, je vais faire très court. La Languedoc est retournée à son autonomie après la première Renaissance, à la moitié du XVIIe siècle, après que le dernier poète baroque, Pierre Goudouli de Toulouse, soit mort. Et Louis XIV avait 5 ans. Anne d'Autriche, il était sous la tutelle d'Anne d'Autriche, sa mère. Et Louis XIV a très vite installé le mouvement classique. Et donc la langue régionale a été un peu rendue à son autonomie. Ça a duré 2 siècles. Et il s'est passé un certain nombre de choses à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe surtout. Et Frédéric Mistral, qui avait observé ça, avait une idée derrière la tête. Et quand il est revenu d'Aix-en-Provence avec sa licence de droit en poche, son père lui a dit, voilà, tu en sais beaucoup plus que ce qu'on m'en a appris. Je te laisse libre de choisir ce que tu veux faire de ta vie, alors qu'il était censé devenir avocat. Ah oui. Et Mistral donc le dit, j'avais les pieds sur le lindau du mas paternau, donc j'avais les pieds sur le seuil du mas paternel, les yeux tournés vers les Alpilles, et je pris la triple résolution, entre autres, de réveiller la langue par le biais et la flamme de la divine poésie. Et il avait 21 ans, pour un jeune de cet âge-là, enfin moi je trouve qu'il avait quand même la tête bien sur les épaules, et il a consacré sa vie effectivement à la Provence et à la Languedoc. Voilà, et puis maintenant, reporter, et on parle, on a ce devoir de mémoire, comme tu le dis, Philippe, si bien, pour parler de cette Languedoc et parler de poésie de Frédéric Mistral. Oui, parce que Frédéric Mistral, en créant le Félibridge, il s'agissait d'un mouvement littéraire au début. Des jeunes poètes se retrouvaient sur le plateau de Cancabet ou à Châteauneuf-de-Gadagne, au château de Fonségugne, et Paul Gérard, qui avait hérité de ce château et de la fortune d'un certain M. Goujon, Pierre Goujon d'Alcantara, ouvrait le château à ces poètes en herbe qui venaient versifier chez lui régulièrement. Il y avait Théodore Aubanel, Joseph Roumani, etc. Et effectivement, ils se sont sentis un petit peu pris dans un désir de créer quelque chose qui durerait, et surtout que la langue avait besoin d'être réveillée, et donc ils ont contribué à la deuxième renaissance de la Languedoc. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que depuis, ça dure 170 ans. Alors on nous dit, vous avez un peu de poussière sur les épaules. 170 ans, c'est un peu normal. Mais sur la forme, nous essayons de nous adapter à notre époque et de changer un peu la forme. C'est normal. Mais voilà, alors, donc le Félibridge, c'est un mouvement un peu de poètes, un mouvement littéraire, qui s'est vulgarisé dans le temps quand même. Ça a évolué, on n'est plus du tout des poètes, tous des poètes, non, c'est pas ça du tout le but. Le but, c'est de faire perdurer cette langue, de la défendre et de la répandre autant qu'on peut, parce qu'elle n'est jamais morte en fait, voilà, 170 ans que ça dure. Et depuis quelque temps même, on essaie de l'adapter, de la remettre dans les écoles, et du reste, Philippe, tu vas dans les écoles apprendre cette Languedoc, non ? Oui, vous en êtes d'ailleurs le premier témoin, puisque quand je suis venu vous voir il y a quelques années,
en disant voilà, ça vous intéresserait pas une petite rubrique en langue régionale? Bon, automatiquement, vous m'avez dit oui, spontanément. Et ça vaut quand même, c'est très important. Parce que ça permet de l'entendre. Moi, j'ai beaucoup de retours sur cette chronique. Et ça permet quand même d'entendre retentir les mots de cette belle langue. Parce que c'est vrai que la langue d'oc, elle est très belle dans son expression. Et voilà. Et donc, cet accent, avait la scène, n'autre dit rien, aimer la scène, eh bien, elle chante. Et c'est vrai qu'il y a une littérature. Cette langue d'oc a donné naissance à une littérature d'oc immense. Bien sûr, un Provençal n'écrit pas comme un Languedocien, comme un Auvergnat, un Limousin ou un Gascon, mais justement, cette pluralité fait que la langue d'oc est très, très riche. Et si la capitale avait aidé cette littérature à croître, à naître et à croître, autant qu'elle a aidé la littérature française, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, on parlerait tous en langue d'oc. Un peu plus. Il faut savoir que Mistral figure dans aucun livre d'histoire. Donc effectivement, la carence, même chez nous, la carence est liée. Les gens ne connaissent pas Frédéric Mistral. Et c'est quand même très dommage, parce que, ma foi, ça a tout le mérite d'avoir été là quand il a fallu. Et cette langue d'oc, eh bien, elle persiste. Elle est encore bien vivante aujourd'hui. Ça choque tout de même quand on entend dire tout le monde ne connaît pas Frédéric Mistral. On est quand même dans le fief. Les Alpilles ne sont pas loin. On ne peut oublier Frédéric Mistral. Quand on parle Languedoc, forcément, on parle Frédéric Mistral. Oui, c'est un paradoxe que, bon, nul n'est prophète en son pays. Mais à ce point, d'ailleurs, c'est un peu... Mais ça a été dès le début. Dès le lancement de Mireille, en 1859, Mistral voulait faire ce qu'on appelle un bottom-up. Il voulait partir de la région, propager Mireille dans la région et petit à petit monter vers la capitale. Et grâce à un certain Alphonse de Lamartine, eh bien, Mistral est parti de Paris, il a fait un down. En fait, il est parti de la capitale pour arriver chez lui. Mais c'est vrai que le soutien des journalistes provençaux et des Provençaux eux-mêmes a été un peu frileux. On doutait, et ils se sont quand même rendus à l'évidence. Quand Lamartine a déclaré un Virgile est né en Provence, eh bien là, ça a tout fait exploser. Et Mistral a eu un très grand succès avec Mireille, je peux dire, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, avec des résonances dans le monde entier, que ce soit au Chili ou ailleurs, au Japon, etc. Donc, moi, il m'est arrivé de discuter en provençal avec un letton. Moi, je ne parle pas le letton, il ne parle pas le français, on discutait en provençal ensemble. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Alors, bien sûr, ce sont des cas rares, mais en tout cas, il y en a, et cette langue, elle a été parsemée un petit peu partout, et ma foi, on n'est pas peu fiers quand même. C'est par rapport à ça qu'il a été fait chevalier de la Légion d'honneur, décoré? Alors oui, alors ça, c'est beaucoup pour son œuvre littéraire, et qui plus est, bon, il a quand même obtenu aussi un prix Nobel de littérature. Alors, Alfred Nobel avait dit qu'il voulait que ce prix soit donné pour une œuvre inachevée et récente. Inachevée pourquoi? Le prix Nobel avait pour objectif d'encourager cette personne à continuer à produire. Et finalement, en 1904, puisque Mistral a été présenté dès 1901, dès le premier anniversaire, puisque Alfred Nobel est mort le 10 décembre 1900, dès 1901, c'est Sully Prudhomme qui a été élu avec 17 voix de l'Académie française. Mistral était dans les cartons et il a, comme on dit, espéligué en 1904. Il a éclos en 1904, mais beaucoup grâce à son travail de philologue, parce qu'il a consacré 20 ans de sa vie à produire un dictionnaire de 80 000 entrées. Un dictionnaire que nous remettons à jour. D'ailleurs, aujourd'hui, je devrais être à Aix pour remettre à jour ce dictionnaire. Le premier jeudi du mois, on consacre à la remise à jour du dictionnaire. C'est un travail académique très intéressant. Et voilà, et donc il a créé ce dictionnaire, et quand même les romanistes allemands qui étaient des férus en la matière, on dit tiens, pourquoi on n'honorerait pas Mistral un prix Nobel pour son œuvre écrite, mais aussi pour son travail de philologue. Et Mistral a fini par pouvoir obtenir un prix alors il a dû le partager avec l'Espagnol José Chegaray. Semble-t-il, une petite histoire, c'est un de ses soutiens, qui s'appelait Carl Blom, qui était un proche d'ailleurs de David Alvirzen, qui était le président du comité norvégien, a produit une traduction de Mireille qui s'est avérée très mauvaise. Et on s'est dit, mais on va récompenser ça, c'est bizarre. Alors il a dû partager son prix, et Niblom voulait juste gagner quelques sous avec cette traduction. Il n'a jamais eu l'intention de faire du tort à Mistral. Mais enfin voilà, il a quand même eu ce prix Nobel, et ma foi, on le rappelle, et puis
110 ans, 120 ans aujourd'hui, pardon. Donc 120, c'est quand même... oui, 120 ans aujourd'hui, c'est beau. C'est beau. Oui, oui, oui. Ah tiens, quand on parle Mireille, on va parler Magali. Oui. Et on laisse place Ça va de soi. à la chanson. Magali Mireille, c'est bien notre ambassadrice de la Camargue. Si vous écoutez ces paroles, bien ça fait du bien d'entendre de belles chansons comme celle-ci. Magali. Magali, Magali, qu'est-ce qui t'a pris de t'en aller au Sainte-Marie de la Mer? Si j'avais pu deviner que le malheur était dans l'air. Magali, tu as préféré les guitares au son des fifres et tambourins. La farandole provençale ne me donnera plus la main. Entendi les tambourinaires, aimer les fifres perdant ça. La moquette pourra passer taille et les diamants serrés pas moi. Magali, et nous soulève de la Camargue, mi fait en main au fond des cours. Que c'est des qui m'énerve, et bien c'est l'or des mamans. Magali, Magali, qu'est-ce qui t'a pris de t'en aller pour le pays de nulle part? Parce qu'un gitan t'a regardé en faisant chanter sa guitare. Magali, toute l'accro résonne encore d'Arles de Nîmes jusqu'à Marseille, de ma voix qui criait si fort que je gardais mal aux oreilles. Entendi les tambourinaires, aimer les fifres perdant ça. La voix qui pourra passer taille et les diamants serrés pas moi. Magali, et nous soulève de la Camargue, mi fait en main au fond des cours. Que c'est René qui m'énerve, et puis c'est l'or des mamans. Magali, oh Magali, sous le soleil de la Provence, ma tête est prête à éclater. J'entends les fifres qui s'avancent, rien ne peut plus les arrêter. Magali, ma tête cogne encore plus fort. Le soleil n'a plus de pitié. Qu'est-ce qui t'a pris de me quitter? Oh Magali, dansons encore. Elle te dit les tambourinaires, aimer les fifres perdant ça. La voix qui pourra passer taille et les diamants serrés pas moi. Magali, et le soleil de la Camargue mi fait en ben coudencer. Embrasse-moi que t'y regardes, oh Magali. Danser, danser, danser. Magnifique chanson, Magali. Merci pour ce choix. C'est Philippe Reg qui a choisi cette chanson. Ça rappelle un petit peu. Qu'est-ce qu'évoque la chanson Magali? Magali, c'est un petit, on va dire un remake, comme on dit en bon provençal, des Métamorphoses. Les fameuses Métamorphoses d'Ovide. Mistral se réclamait sa filiation au troubadour et à l'Antiquité, aux écrivains de l'Antiquité. Et effectivement, donc Magali est une belle reprise des Métamorphoses. C'est une chanson qui figure dans Mireille et qui a été interprétée par tous ceux qui ont chanté Mireille à l'opéra. C'était une œuvre de pointe de Mistral dans Mireille. Et ma foi, la chanson, elle vit toujours. C'est formidable. Et ouais, elle est portée par ces amoureux de cette langue, Oui. ces fervents défenseurs de la langue d'oc. Est-ce qu'on peut faire, avant de parler actualité, est-ce que l'on peut faire une petite mini-biographie de Monsieur Frédéric Mistral? Oui, mini, bon, c'est la difficulté de la Oui. famille. Parce qu'il y a deux personnes en Mistral, il y a l'homme et le poète. L'homme et l'écrivain.
Mistral, bon, il a fait son école primaire à Mayenne, il faisait l'école bartassière un peu, comme on dit, le Bartas c'est les buissons, donc l'école buissonnière, et il allait respirer les fleurs de son endroit. Enfin bref, il a toujours été très proche de la nature. Et puis il a déboulé au collège Dupuy à Avignon, et là il avait un superviseur qui répondait au nom de Joseph Roumanie, qui était de 18 ans son aîné, puisque Roumanie est né en 1812, Mistral en 1830. Et Mistral, pendant les offices religieux, traduisait en provençal les psaumes sur des coins de papier. Et Roumanie le voit et lui dit « Mistral, vous aimez écrire en provençal ?» Alors à l'époque, c'était pas très conseillé. Il disait « Oui, non, pas spécialement. » Bon, Roumanie quand même n'était pas dupe. Et à la récréation, à voir Mistral, il dit « Mais enfin, Mistral, vous pouvez me le dire, moi-même, j'adore écrire en provençal. » Alors, encouragé par cette confidence, il dit « Oui, j'aime écrire en provençal. » Et Roumanie lui confie son livre « Les Provençales », dans lequel Roumanie invite 29 auteurs à écrire dans son livre. Et quand Mistral lit ce livre, il a cette réflexion « Vacilla aube que mon âme espérave, perces carabia, voici l'aube que mon âme attendait pour s'éveiller à la lumière. » Eh bien, cette phrase, je me la suis fait un peu mienne, parce que quand j'ai lu Mistral, j'ai pris, vulgairement parlant, une gifle. Mais positive, une bonne gifle. Et ça dure depuis. Donc, effectivement, le mieux, c'est de confronter cette... Alors, Mistral a commencé, encouragé par Roumanie, et il avait un élève de ses amis, Mistral, qui s'appelait Anselme Mathieu, qui est devenu, avec Roumanie, les trois, là, le noyau des trois, sont devenus les trois premiers créateurs, les créateurs en force, en devenir du félibrige. Et donc, il a fait ses études, donc faculté de droit d'Aix, et après, il s'est lancé directement dans la création du félibrige. Et voilà. Et alors, l'homme a su garder la politique éloignée du félibrige. Lui, il en a eu quand même. Il a été agressé un petit peu par moments, accusé de séparatisme et tout. Il a dû parfois même se justifier. Enfin, c'était un peu gênant pour lui, qui avait écrit sur le tambour d'Arcole, etc. Il s'en est offusqué même. Mais il a su toujours garder le félibrige à l'abri de la problématique de la politique, parce qu'au félibrige, on ne parle ni politique ni religion. Enfin, grosso modo, c'est... Bon, ceci étant, si on en parle, personne n'est condamné quand même. Mais je veux dire, c'est pas du tout dans la ligne, du félibrige, même si effectivement, une messe en provençal, c'est très joli. Le pater de Mistral, moi, je le chante à me désgargameler, à me faire péter la gorge, parce que c'est un grand moment de foi et de bonheur. Et puis voilà, alors l'histoire, bien, elle s'est poursuivie avec, vous savez, c'est pas une histoire à l'eau de rose, le félibrige. C'est comme toutes les grandes structures littéraires, comme l'Institut d'études occitanes. Il y a eu des moments beaux, il y a eu des moments difficiles pour les gens qui le menaient. Ma foi, mais ça fait partie de la vie, ça, quand on confronte ces idées. Voilà. Et donc Mistral, bien, il est resté à Mayenne, fidèle à Mayenne. Et il a eu cette rencontre avec Alphonse Dumas, puisque Napoléon III avait demandé à Hippolyte Fourtoul, qui était ministre de l'Instruction publique, à l'époque on ne disait pas l'Éducation nationale, Hippolyte Fourtoul avait demandé à des gens d'aller dans chaque endroit de France pour faire l'inventaire des chansons qui auraient été écrites en langue régionale. Et à Mayenne, c'est un Alphonse Dumas qui déboule. Alors on dit, oui, allez à la maison, là-bas, vous verrez, il y a un monsieur, vous dira tout ce qu'il faut. Toc, 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 oui, bonjour, je suis monsieur Mistral, et moi Alphonse Dumas, je viens vous voir. Entrez, mon bon monsieur, et quand Alphonse Dumas est ressorti de chez Mistral, il avait des bélugues, des étincelles plein les yeux, parce que Mistral lui avait parlé de Mireille. Il a dit, il faut absolument que cette œuvre soit connue à Paris, et c'est lui qui est allé voir Lamartine, qui a fait la démarche, et avec Reboul d'ailleurs, Georges Reboul, ni moi. Oui. Mistral a été reçu par Lamartine, et ça a été une grande rencontre. Quand Lamartine est mort, Mistral a dit, je perds un second père. Parce que Lamartine a vraiment a tendu la perche à Mistral. Voilà. Oh. Donc, l'histoire de Mistral, elle est quand même, elle est belle, elle est par moments difficile, c'est pas... Elle en fleuve tranquille, on va voilà, dire. Mais ce prix Nobel lui a permis quand même, il avait déjà créé avant le musée Orlatin, qui vient de rouvrir ses portes, il y a quelques mois, et qui a été refait à neuf. Et c'est un musée ethnologique, quoi, Mistral était un ethnologue aussi. Était ethnologue dans son œuvre, en récoltant tout ce qu'il a récolté comme preuve de culture provençale. Et voilà, et donc... après, on évoque tous ceux qui ont entouré Mistral et tous ceux qui l'ont suivi, surtout aussi, parce qu'il y a eu des grands noms qui ont suivi, comme Joseph Darbo, qui l'a connu, mais qui est né en 1874, mais Joseph Darbo, en 1926, il a sorti La Bête du Vaccarès, il est mort en 1950, Darbo, et c'est vrai qu'on le fête aussi cette année, parce que c'était un des meilleurs écrivains bilingues de Languedoc. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, vraiment raccourci la bio de Frédéric Mistral. Et il ne quittera pas son Mayenne puisqu'il s'éteindra Mayenne également, non ? Oui, tout à fait. Alors,
tristement, il fréquentait pas beaucoup les églises, il était croyant, mais enfin, c'était pas un grand pratiquant par rapport à Roumanie, par exemple. Et quand la cloche de Mayenne a mérité d'être changée, Mistral a contribué financièrement à ce remplacement. Et le jour où on fêtait la cloche à la messe, il est allé à la messe, il a attrapé une mauvaise grippe et s'est éteint chez lui. En 1914. Elle a eu une vie très belle, très pleine. 110 ans déjà. Oui. C'est énorme. Et donc, au niveau de l'actualité peut-être maintenant. Alors l'actualité. Revenons dans les années en 2024. En 2024, nous avons organisé beaucoup d'expositions, de conférences sur le Félibrige, sur Mistral surtout. Et ça continue, ça continuera peut-être début 2025, on va peut-être pas s'arrêter de suite. Mais c'est vrai que tous les aspects de Mistral reviennent un peu en surface. Et puis tout ce qui est rattaché à lui, comme l'histoire de la Coupe Sainte. L'histoire de la Coupe, c'est une question d'amitié franche et entière entre les Catalans et les Provençaux. Voilà. Et c'est quand même une très très belle histoire. Tout ce qui a été la période pré-félibréenne aussi, Mistral n'était pas aveugle, il a bien vu qu'il y avait une agitation qu'au début du 19e siècle, beaucoup d'écrivains se sont remis à écrire dans leur langue, mais des écrivains, mais aussi des poètes ouvriers, des artisans poètes, enfin bref, des gens qui ont remisé leurs charrues ou leurs outils quelque temps pour se consacrer à l'écriture en langue d'oc. Et Mistral a été attentif à tout ça et il a créé le Félibrige parce qu'il a vu qu'il serait suivi. Il savait qu'il serait suivi. Bon, mais merci pour toutes ces explications. Et l'actualité, c'est aussi une conférence que nous allons tenir à Maine dimanche, à 14h30, au centre de Maine. Et Jordi Péladan m'accompagnera, il parlera de l'œuvre, moi je parlerai plutôt de l'homme. Et on va essayer, comme ça, à deux voix, de rendre compte un peu de qui a été Mistral. De garder ce devoir de mémoire et de faire partager, faire connaître. C'est quand même incroyable de dire qu'ici dans notre région, on ne connaisse pas Frédéric Mistral, mais apporter les explications et parler de ce grand monsieur qui, pour notre Languedoc, est assez précieux tout de même. Plus que précieux. C'est notre maître à tous. Il y a toujours des gens devant qui on doit baisser les yeux, sûrement il en fait partie. Et on le retrouve également lors du rassemblement des gardiens à Lourdes. Oui. On en parle de Frédéric Mistral, puis on en parle tout le temps de toute façon. Si vous allez du côté de Mayenne, à mon avis... Oui, avec la reine d'Arles par exemple, puisque la première reine d'Arles a été élue en 1930. Et puis, justement, pour marquer les 100 ans de la naissance de Mistral. Voilà, donc Mistral est omniprésent chez nous. Il est statufié, il est très aimé. Il y a des écoles et des collèges, des lycées, des rues, des impasses, des places qui portent son nom. Et paradoxalement, c'est vrai, il y a une petite carence du côté de la renommée de Frédéric Mistral, mais on y travaille. D'ailleurs, on va beaucoup dans les écoles. On crée nos écoles félibréennes, mais en plus on va beaucoup dans les écoles pour faire proposer aux enfants un éveil à la langue et à la culture de Languedoc, parce que ça mérite d'être. Ouais, effectivement, et on peut que remercier. Merci Philippe Reg d'apporter cette Languedoc et de la porter, mais pas la porter au monde, mais la porter sur un grand plateau pour que tout le monde puisse avoir accès à notre belle Languedoc. Avec le cœur, assurément. Merci mille fois. On se quitte avec le Condor et la Coupe Santo. À très vite, à mercredi. Alors on dit le chant de la coupe. Le chant de la coupe. Oui, parce que la coupe, elle n'a rien de saint en elle-même. Elle a quelque chose de saint, c'est que Louis-Guillaume Fulconis qui l'a sculpté, il y a une symbolique très forte, mais qui est pas forcément la coupe sainte, c'est ce qu'on dit, coupe santo et vers santo. C'est le chant de la coupe, c'est beaucoup plus correct de dire ça. C'était un hymne, normalement on n'applaudissait pas. On ne l'applaudit pas, mais tout est basculé. Pour les 150 ans, nous avons décidé, parce qu'on était avec les Catalans, on chante l'hymne catalan, on se lève, et au moment de chanter la coupe, on se rassoit. Le Catalan est à côté de nous, il dit mais qu'est-ce qu'ils font ? On chante leur hymne, et on s'est dit oui, c'est un hymne, ça se chante debout, donc on se lève dès le début, on chante les couplets 1, 2, 4 et 7, et on applaudit à la fin si on veut, on laisse déborder sa joie si on veut. Mais nous, c'est vrai que les plus anciens,
on a tendance à ne pas applaudir parce que c'était... voilà. Mais aujourd'hui, ça, c'est quand même... voilà. Vous voyez, la modernité, quand même, vient un peu... Oui, comme à nos quoi, portes. voilà, on n'a pas tant de poussière sur les épaules que ça, n'est-ce Non, pas, on essaie Philippe? de les pousser un peu. Merci de garder ce devoir de mémoire, merci d'apporter toute cette belle culture et de nous apporter cette belle Languedoc Merci tous les Edith, mercredis. et merci Radio Nîmes. Merci, à très vite.